Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, Ferniaud fait le marché toujours depuis le salon de l'agriculture. En fait, je vais vous le dire carrément, j'ai passé ma semaine ici. Je suis pratiquement pas rentré à la maison et c'est un peu le cas de tous ceux qui travaillent sur ce salon, qui sont complètement dévoués, qui se dédient à l'agriculture pendant cette grosse semaine, parce que c'est une semaine plus un week-end, ici à Paris, à la porte de Versailles. Alors, vous l'aviez rencontré à mes côtés la semaine dernière, puisqu'on faisait l'ouverture ensemble, c'est Arnaud Lemoine. Bonjour Arnaud Lemoine. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur du Sénéca. Sénéca, je rappelle, c'est l'organisme qui gère le salon, qui l'organise. Donc vous êtes un peu le patron du salon, il faut le dire carrément, gentiment. Un peu. un peu beaucoup même. Alors, cher Arnaud, on avait donc fait l'ouverture ensemble, beaucoup de promesses. Est-ce que les promesses ont été tenues en termes de fréquentation, par exemple ? Oui, la fréquentation est bonne. On aura les derniers chiffres ce soir. Une chose est sûre, on fait mieux que l'année dernière. Voilà. Et au moment où tous les salons grand public baissent, le salon de l'agriculture va augmenter. Voilà, ça c'est une vraie nouvelle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais je crois que ça ne fait pas plaisir qu'aux organisateurs, ça fait plaisir aux visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux, avec des profils de jeunes qui viennent voir tout ce qui se fait de beau et de bon et de bien. Je crois que ça fait plaisir aux exposants. Et je crois que ça fait plaisir aux autorités aussi, puisqu'on est à plus de 80 visites politiques. Arnaud Lemoine, quand on caricature un petit peu le salon, et c'est fréquent, on a l'impression que c'est les Parisiens qui viennent visiter la campagne. Mais pas seulement, beaucoup de gens viennent de régions et même de l'étranger. Oui, il y a beaucoup de gens de régions qui viennent. D'ailleurs, on avait fait une organisation avec des autocaristes pour faire revenir les ruraux dans le salon qui certes est à Paris, mais qui est leur salon également. L'international, oui, bien sûr, on va dépasser tous nos objectifs en visiteurs internationaux. On sera à plus de 120 délégations. Comme chaque année, évidemment, beaucoup d'heureux, mais aussi beaucoup de malheureux. Il y a beaucoup de contestations, beaucoup de manifestations sur le salon, moins que d'habitude. On sait que le monde agricole est impacté, évidemment, par notamment, je dirais, la situation économique du pays et leur situation propre. Est-ce que ça s'est bien passé globalement ? Est-ce qu'ils ont pu en faire entendre leur voix, nos paysans ? Je pense que oui. Et puis, la manière de râler, mais c'est un peu vulgaire que de dire ça, mais la manière de contester un certain nombre de positions se fait autrement. Personne ne veut gâcher la fête. Justement parce que les années sont difficiles, la situation agricole est tendue, les gens viennent au salon, y compris dans leurs échanges et dans leurs négociations, pour avoir une espèce de pause, un moment en dehors du reste, et donc les choses se passent assez bien. Arnaud Lemoine, encore un mot, ce salon, donc un succès, on le comprend. Pourtant, j'ai envie de dire, on a une image d'Épinal de ce salon de l'agriculture. Lorsqu'on est dans le grand public, on le regarde de l'extérieur, on nous vend la plus grande ferme de France. Et c'est autre chose qui se joue ici. Parce que à côté des bestiaux, à côté des beaux produits venus de toutes les régions dont on peut faire le marché, et je vous rappelle que jusqu'à ce soir, vous pouvez encore venir à la porte de Versailles chercher les produits de toute région, c'est surtout un salon professionnel où beaucoup de choses se disent, se tractent dans la coulisse, beaucoup de choses se signent également. En fait, le salon, c'est un équilibre entre tradition et modernité. Je dirais pas une image d'Épinal, je pense qu'il ne faut pas dire ça. En revanche, en effet, il y a du business, il y a des affaires qui se font en génétique, en égo commercial, dans tous les secteurs. C'est un salon professionnel, mais qui ne le dit pas toujours. Mais peut-être dans les années à venir, on va commencer à l'affirmer autrement, parce qu'évidemment, on a besoin du public, mais aussi on a besoin de tous ces échanges pour, doper l'agriculture. Alors moi, je voulais prendre des exemples de ce business, comme vous dites Arnaud, qui se fait ici sur le salon. Dans un instant, dans quelques minutes, nous aurons le président d'Interfel, parce que il y a 3 jours, le ministre de l'Agriculture, à quelques mètres d'ici, annonçait son plan pour la souveraineté alimentaire, et
notamment en matière de fruits et légumes. On en parlera avec le président d'Interfel. Mais pour l'instant, j'accueille chez elle, en fait, Florence Pradier, qui est la directrice de la coopération agricole. Bonjour Florence. Bonjour Vincent. Alors je dis chez elle parce que vous nous accueillez ici à Sud Radio depuis une semaine. On vous en remercie. Ça s'est bien passé. On a laissé les locaux à peu près en état, j'espère. Vous avez donné une formidable visibilité à la coopération agricole. C'est bien. C'est très gentil. À côté de vous, Pascal Pelletier, le directeur général de Métro. Bonjour Pascal. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je vous ai fait venir tous les deux parce que c'est signé vendredi un accord important à l'image de ce qui se fait ici, comme je le disais dans la coulisse, hein, des contrats, des accords, des partenariats. Florence Pradier, expliquez-nous d'abord ce que c'est que la coopération agricole pour ceux qui ne le savent pas. Alors la coopération agricole, c'est la maison de toutes les coopératives agricoles de France. Il y en a sur le territoire à peu près 2300 et elle transforme à peu près 70% de la production agricole dans des produits qui arrivent derrière dans vos assiettes, dans les assiettes des consommateurs. C'est en quelque sorte la confédération des coopératives. Exactement. Et les coopératives étant des entreprises appartenant aux agriculteurs et qui produisent à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, une marque sur 3 dans les linéaires qui sont dans les grands magasins. Donc c'est effectivement 40% du secteur agroalimentaire. Donc la coopération, une énorme force de frappe dans le monde agricole, sur le plan alimentaire. En tout cas, des entreprises qui agissent complètement dans les territoires et avec les territoires et qui finalement lient le monde agricole aux consommateurs. Alors on imagine bien que tous ces produits que vous représentez, qui sont des produits de qualité, ont besoin d'une distribution, ont besoin d'un bout de ligne et rencontrer son public. Et c'est le pourquoi de la présence de Pascal Pelletier avec Métro France, parce que là, ce qui s'est signé, c'est une sorte de trait d'union entre le produit agricole et le restaurateur que vous représentez et que vous servez. Absolument, Vincent, pardon. Métro, vous le dites, c'est un trait d'union entre tout ce monde qu'on dit amont, donc la production agricole, les éleveurs, les maraîchers, toutes ces belles pépites françaises qui produisent, vers les restaurateurs. Et c'est vrai que ce qui s'est joué vendredi dernier, c'est un très très bel accord entre Métro et la coopération agricole. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Le marché de la restauration, de la consommation hors domicile, c'est près de 70 milliards d'euros. Et là aussi, doit se jouer la souveraineté alimentaire française, doivent se jouer les produits d'origine France, les produits de tous nos territoires. Et on va en parler par la suite. C'est ce qui s'est joué vendredi dernier avec la coopération agricole. Mais alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est d'apporter une aide aux agriculteurs pour mieux servir la restauration ? Exactement. La restauration, c'est un milieu de professionnels. Et ils ont des besoins très, très spécifiques. Quand on est restaurateur, on travaille des produits différemment de ceux qu'on peut trouver, je dirais, dans les grandes surfaces habituelles. Et donc, la proposition, c'est que Métro puisse travailler avec les coopératives pour, dès l'amont, effectivement, façonner des produits à destination des restaurateurs. Est-ce que c'est habituel, Florence Pradier, pour la coopération de signer ce genre d'accord avec une distribution alimentaire ? Alors, c'est habituel. On signe évidemment des accords toujours, puisque c'est notre métier aussi, c'est d'aller jusqu'au consommateur et de vendre en fait nos produits aux consommateurs. Donc, mais ce partenariat est une première avec le monde de la restauration collective. Ce sont beaucoup de repas. Et c'est un marché où pour la coopération agricole, on vend à peu près 30% des produits coopératifs sont vendus sur ce marché-là. Donc ça représente un marché qui est significatif pour nous, mais qui n'est pas encore assez suffisant, d'où le partenariat que nous avons signé vendredi avec Métro. Alors, Pascal Pelletier, j'essaye de comprendre. Il est évident qu'un accord entre la coopération et un distributeur Métro, c'est d'abord un accord commercial. Évidemment, c'est une autoroute vers la vente aux restaurateurs. Mais moi, c'est l'aspect formation, conseil que peut apporter Métro qui m'intéresse. C'est-à-dire, vous parliez de conditionnement, vous parliez peut-être de choix de variété, de saisonnalité. Vous allez envoyer vos
vos émissaires chez les agriculteurs pour leur apprendre à bien travailler pour la restauration? Absolument. Vous le savez, Vincent, Métro est présent sur tous les territoires de France. On a 99 halles et nous allons travailler concrètement. Nous allons aller dans les territoires, travailler avec les coopératives pour justement définir ensemble qu'est-ce pourrait être, en termes de fruits et légumes, dès les semences, quelles pourraient être les variétés les plus appropriées à la cuisine ou pour des boulangers-pâtissiers par exemple. On va travailler avec le monde, je dirais, de la viande pour savoir là aussi quel type de découpe aussi, parce qu'on ne travaille pas les mêmes morceaux de viande en restauration que chez soi. On va faire la même chose sur tous les produits aussi un peu plus transformés, les produits traiteurs. Et donc, on va avoir vraiment un dialogue et on va travailler concrètement. On a un bel exemple qui a eu lieu très récemment avec une des coopératives qui s'appelle Terrena sur la marque d'agriculture d'avenir, sur le fait qu'on a travaillé sur la volaille par exemple, sur à la fois des espèces, des découpes, des conditionnements dédié à la restauration. On va en parler dans une minute, si vous voulez bien, après la pause. Je vais libérer Arnaud Lemoine, le directeur du Sénéca. Ça a beau être le dernier jour, il faut remballer ce soir. Donc il y a encore du boulot, Arnaud. Il y a encore pas mal de boulot, mais je crois que tout le monde aura la voix comme moi ce soir, mais le sourire qui va avec. Sûrement. Et puis j'invite donc tout le monde à rejoindre. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez encore venir jusqu'à ce soir. Les Gaules ne sont pas pliés. Allez, on se retrouve dans une minute pour continuer sur ce sujet. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour au Salon de l'Agriculture où nous nous trouvons depuis une semaine ici sur le stand de la coopération agricole. Et nous avons sa directrice générale, Florence Pradier, qui est avec nous. On détaillait l'accord qui vous unit désormais, depuis 3 jours. Ce n'est qu'une naissance avec Métro France, représenté par Pascal Pelletier, ici même son directeur général. Et nous accueillons à vos côtés Laurent Grandin, le président d'Interfel. Bonjour Laurent Grandin. Bonjour. Tout à l'heure, Pascal Pelletier a évoqué cette souveraineté alimentaire, ce programme qui a été présenté par le ministre de l'Agriculture il y a 3 jours. Évidemment, ça vous touche particulièrement. On va y venir dans une seconde, si vous voulez bien. Juste le temps pour moi encore de mettre quelques points au clair sur la coopération entre Métro et la coopération agricole. Florence Pradier, cet accord, il est signé pour combien de temps? Est-ce que vous allez passer votre vie ensemble? C'est un accord qui doit durer, évidemment. On a besoin de volontarisme pour mettre dans l'assiette des Français qui vont au restaurant des produits qui sont issus de nos territoires. Ça n'est pas le cas. Il y a une grosse partie des produits qui sont issus de la restauration qui viennent d'autres pays parce que les normes françaises, parce que l'exigence que nous avons, nous, sur le système de production sont telles qu'on peut se retrouver avec ils sont plus chers à produire. Et évidemment, quand on regarde cet aspect prix, on a un petit handicap parce qu'on est mieux et les meilleurs de la classe. Et ça veut dire que pour nous, acteurs économiques, il nous faut un vrai volontarisme pour, essayer de faire savoir, déjà ça, premièrement, ça fait partie aussi de l'accord. Et deuxièmement, essayer d'augmenter la part des produits terroirs dans l'assiette des restaurants. Alors, je crois savoir, Pascal Pelletier, que chez Métro, vous avez toujours été très soucieux d'être locavore. Vous avez beaucoup d'accords locaux, notamment avec des producteurs dans vos différentes halles. Il y en a une centaine en France, pour faire gros. Mais là, vous allez quand même regrouper tous ces accords locaux sous l'égide de la coopération agricole. C'est une manière de passer une étape supplémentaire. Absolument, Vincent. Et Florence le disait, en restauration, c'est loin d'être une majorité de produits qui sont cuisinés et qui ont de l'origine France. Ce qu'il faut savoir, juste sur la boucherie, par exemple la viande, ce n'est que 20% de la viande qui est cuisinée en restauration. Chez Métro France, 64% de la viande vendue est d'origine France. Donc on a déjà fait un travail très très conséquent pour favoriser cette origine. Mais là, on va vraiment passer à une vitesse supérieure puisque la coopération agricole rassemble
plus de 2000 exploitations. Et là, ça va donner un écho et une accélération pour que tous les Français, on le sait, qui appellent de leur vœu de manger français, de manger local, puissent y avoir accès. Et pour pas être trop long, je rejoins vraiment ce que dit Florence. Métro et la coopération agricole, on va mettre les bouchées doubles. Il faut que les restaurateurs et les convives qui vont manger en restauration, là aussi, favorisent la consommation et la cuisine de ces produits de nos beaux terroirs. Alors on a bien compris que ces produits, à travers vous, sont à l'adresse de la restauration, des traiteurs, des boulangers-pâtissiers, de tous ceux qui sont des professionnels de cette transformation. Nous qui sommes que des amateurs de la transformation quand on cuisine chez soi, donc on se doute que les conditionnements, les variétés, etc. ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est en ça que vous allez aider la coopération. Vous êtes très soucieux, évidemment, on l'imagine avec ce locavorisme, de la souveraineté alimentaire française qu'on va mettre en avant. Chez vous, est-ce que vous sentez les restaurateurs de plus en plus sensibles aussi à cette souveraineté alimentaire ? Les restaurateurs sont très sensibles sur l'origine France et sur le local, mais il est vrai qu'ils ont aussi besoin que le consommateur final le favorise. Le favorise, ça veut dire l'apprécie, le demande, et aussi, pour rebondir sur ce que disait Florence Pradier, soit prêt à payer un petit peu plus cher parce que la qualité de nos produits français, les cahiers des charges sont beaucoup plus exigeants que dans le reste de l'Europe notamment. Moins mais mieux, ça veut dire moins mais mieux. Pour le même prix, il faut prendre un peu moins pour être en vérifié avec une qualité supérieure. Qualité supérieure, traçabilité, le goût, la saveur des produits de nos terroirs est objectivement supérieur à ce qui peut venir parfois d'autres pays. Merci. Laurent Grandin qui vous écoute d'une oreille attentive, c'est votre sujet de la semaine, puisque le ministre a annoncé effectivement ce plan souveraineté alimentaire et notamment en ce qui concerne les fruits et légumes, un chapitre spécial qui vous concerne chez Interfel, puisque Interfel c'est l'interprofession des fruits et légumes, pour faire simple. Absolument, des fruits et légumes frais pour être très précis. Oui. Et oui, ce plan de souveraineté, on l'a appelé de nos voeux, et c'est un plan dédié à la filière qui redonne une perspective d'une stabilisation pour pas arriver au drame qui est arrivé dans l'industrie, dont on voit qu'on a beaucoup de mal à se redresser, à corriger le tir aujourd'hui. Et donc on est à peu près à 50% de production nationale dans la consommation des fruits et légumes, tous secteurs confondus. Dans les fruits et légumes frais, il est juste temps, on est au point de basculement, il est juste temps de réagir et je crois que le ministère l'a compris. Je crois que c'est pas tout à fait au hasard que le ministre Marc Fesneau a choisi le plan de souveraineté fruits et légumes frais pour démarrer ce qu'il avait accolé lui-même à son ministère, puisqu'il s'appelle ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, je crois aussi, et de la souveraineté alimentaire. Mais d'ailleurs, la souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou industrielle par exemple, ou simplement dans notre économie en général, elle est apparue, on va dire ce mot, est apparu à sensibiliser les Français au moment du Covid, avec évidemment tout ce qu'on a entendu autour de l'industrie pharmaceutique notamment, etc. Ensuite, la guerre en Ukraine nous a rappelé à la souveraineté alimentaire. C'est là que la souveraineté alimentaire, on s'est dit, est-ce qu'on va manquer de matières premières, de denrées qui viennent notamment d'Ukraine et avec les marchés bloqués. Et là, aujourd'hui, c'est la troisième étape en quelque sorte. C'est la prise en compte par le ministère d'un vrai besoin en France. Oui, encore une fois, on a plusieurs qualificatifs. La souveraineté, c'est un terme un peu large. Mais ça veut dire, au fond, ça veut dire produire et ce qu'on consomme, pour faire ça. Voilà, alors, il faut relativiser dans notre secteur, puisqu'on a quand même les fruits tropicaux, les agrumes qui ne viennent pas, je ne veux pas faire injure aux Corses, des clémentines, mais disons que la masse de ces produits ne viennent pas de nos territoires. On a nos territoires d'outre-mer quand même. Du moins pas encore aujourd'hui. Oui, pour la banane au moins. Pour la banane, c'est incontestable, mais ça couvre à peu près un peu plus de la moitié des besoins. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que le terme souveraineté est un terme un peu large, peut-être autonomie, je dirais même on est au point de sécurité sur le territoire. En réalité, et je ne parle pas de sécurité sanitaire, là je parle de sécurité, dans la capacité à alimenter correctement et à approvisionner correctement les étals et la restauration, on est au point de basculement en ce sens que, on l'a vu pendant le Covid, à un moment où les frontières se sont fermées, on était en capacité d'avoir quand même des étals qui restaient pleins. Ce niveau-là est indispensable pour garantir aux Français que, quelles que soient les circonstances, on sera présent.
Pascal Pelletier, j'entends souveraineté nationale. Je vous entendais dire tout à l'heure, évidemment, il faut être prêt à payer un peu plus cher, mais vous êtes d'abord un chef d'entreprise. Est-ce qu'on peut arriver à la fois à être de plus en plus français dans sa production, sans céder devant le problème des prix de vente notamment, avec une clientèle qui ne serait pas prête justement à verser plus. D'ailleurs, elle ne le peut pas souvent. Alors, c'est pas une équation évidente, mais c'est une équation qui peut être tout à fait résolue, parce que lorsque je dis qu'effectivement il faut être prêt à peut-être payer un peu plus cher la production française, c'est pas non plus beaucoup plus cher. Donc c'est une notion d'effort. Et Métro, nous on prend nos responsabilités et dans nos prix de vente à la restauration, on ne répercute pas 100% effectivement de l'inflation qu'on peut subir, parce que c'est aussi un combat qu'on mène, et ce combat, il nécessite un minimum d'investissement, et on est prêt à le faire. Florence Pradier, moi j'ai entendu beaucoup d'agriculteurs tenir ce même discours depuis des années, et encore plus fort cette année, qui est: on ne veut pas vivre de subsides, on ne veut pas vivre perfusé, on voudrait que nos produits retrouvent de la valeur. Mais ça, c'est une affaire sociétale. C'est-à-dire, c'est au consommateur final de se rendre compte qu'il doit consacrer une part plus importante de son budget pour manger des produits mieux faits, mieux produits. Oui, c'est au consommateur, mais c'est aussi aux acteurs que nous sommes de mieux montrer les promesses qu'il y a derrière des produits qui sont fabriqués dans nos territoires. On a par exemple, si on regarde les fruits et légumes, en France, des produits comme la cerise qui sont fabriqués chez nous, qui n'ont pas les mêmes exigences, et qui n'ont pas les producteurs n'ont pas du tout les mêmes possibilités en matière de arboricole, d'autorisation que d'autres produits qui viennent de pays qui sont tout à fait voisins de chez nous. Et donc c'est ces promesses-là qu'il faut qu'on mette en avant. Ce sont des produits qui sont plus sûrs, qui sont évidemment avec une qualité sanitaire optimale. On a avec un respect aussi de l'environnement. L'ensemble de la profession chez nous qui part, agricole, qui part sur les transitions agroécologiques, sur la décarbonation. Ce sont des choses que nous faisons, nous, en France, qui ne sont pas forcément faites ailleurs. Et je pense que ça fait aussi partie des promesses d'un produit, au-delà de la qualité et de son goût, et qui sont, à mon sens aussi, deux valeurs ou deux facteurs très importants. Qualité, le goût, toutes les valeurs qui peuvent exister autrement. Laurent Grandin, pour conclure, Interfel, donc qui représente tout ce fruit et légumes frais, est plutôt bien, j'ai envie de dire plutôt à la fête du point de vue de la culture du produit, dans la mesure où le végétal est très à la mode. Je veux dire, il y a ce retour de la sensibilisation à consommer du végétal, et notamment frais, depuis Suivimax. Est-ce que c'est suivi des faits dans les ventes ? Alors, aujourd'hui, effectivement, la tendance est plus végétale, mais nous, on n'oppose pas les filières non plus. On est contre les injonctions. On est plutôt pour une alimentation équilibrée, flexitarienne. C'est ce que reprend la viande aujourd'hui, mais c'est ce que l'on dit aussi. Donc, on n'est pas sur une vision unilatérale. Le problème aujourd'hui, les intentions, on vient de faire une étude IFOP sur les 18-30 ans, puisqu'on a un décrochage de consommation. En fait, les intentions sont extrêmement positives, presque plus positives que les générations d'avant, mais les actes ont du mal à suivre. Ah oui. Alors, vous avez dit un mot sur le prix tout à l'heure. Je rappelle que le prix moyen des fruits et légumes frais, au kilo, la moyenne annuelle relevée par Kantar sur l'ensemble des points de vente, c'est de l'ordre de 2,60 €. Vous voyez que pour répondre... On est loin de la protéine animale. On est très loin, et... on est aussi dans un... Donc ça veut dire c'est à peu près 35 € par mois pour suivre les recommandations internationales de consommation. Écoutez, moi je garde ce chiffre en tête, et il est vrai que quand on a un budget un peu serré, vaut mieux manger des fruits et légumes souvent que de la protéine animale qu'on se garde pour les belles occasions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Florence Pradier et Pascal Pelletier. Longue vie donc à cet accord entre la coopération agricole et Métro. Et merci Laurent Grandin d'être venu nous donner envie de croquer dans une pomme ou une banane à travers votre voix. Allez, on se retrouve dans un instant et on va vous parler des médailles du concours général agricole. C'est vrai que j'adore ça, donc vous avez entendu parler déjà de ça la semaine dernière, mais c'est pas grave, on remet le couvert. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour dans l'activité du dimanche matin, joyeuse et vive sur le salon de l'agriculture. Et oui, c'est vrai que ça fait une semaine qu'on y est et qu'on y est bien. Et ce matin, on va parler d'un sujet que vous avez peut-être déjà entendu quelque part évoquer, le concours général agricole. Si vous êtes un habitué de Ferniaud fait le marché, c'est pas la première fois et à mon avis, c'est pas la dernière. Et je reçois le commissaire général. Bonjour Olivier Allemand. Bonjour Vincent. Le concours général agricole. Vous êtes déjà un petit peu en vacances depuis 2-3 jours, hein, parce que ça s'est terminé en fin de semaine. Oui, bien sûr, mais toujours un petit peu fatigué quand même, il faut bien le dire, malgré tout. Mais c'est vrai que ce concours général agricole 2023 est une réussite, vraiment, tant en termes d'inscrits, puisqu'on a eu plus de 20 300 producteurs qui se sont inscrits. Incroyable. Et on a décerné 5 123 médailles cette année. Alors ces médailles, vous les connaissez forcément, vous les avez vues dans les rayons, chez vos épiciers, dans la grande distribution. Ce sont ces fameux petits stickers avec la feuille de chêne, qu'elle soit d'or, d'argent ou de bronze, pour que les produits qui méritent s'illustrent et soient visibles au milieu des autres. C'est vraiment tout le but d'ailleurs. Oui, c'est vraiment l'excellence du goût et l'excellence de la production française au travers de ces médailles. Ah, vous parlez de production française, évidemment. En première partie d'émission, Olivier Allemand, on évoquait le plan souveraineté alimentaire du ministère de l'Agriculture. Vous, ça fait combien de temps que vous prônez la souveraineté alimentaire? Alors que je suis souverain pas longtemps, mais qu'on prône la souveraineté alimentaire depuis 1870, parce que ce concours a été créé sous Napoléon III quand même. 150 ans passés maintenant. 152 ans exactement. Et après, c'est le général de Gaulle qui, en 1964, a décidé, parce que ce concours était fermé au public, de l'ouvrir au public. Et c'est devenu justement le Salon international de l'agriculture. Mais c'est comme ça que les deux événements sont totalement imbriqués. Oui, il faut le rappeler. Le salon est un jeune salon, mais le concours est une dame qui est encore belle. Une dame qui a mûri, on va dire. Une dame qui a mûri, avec son sombrero d'ailleurs. Alors, extraordinaire de penser qu'il y a 20 000 produits présentés, vous en gardez un quart. Oui, on est dans la norme. Alors on a un taux de médaille plus faible que les autres années. Mais d'habitude, c'est un petit tiers. C'est ça. D'habitude, c'est un petit tiers. Mais ça s'explique aussi parce qu'on a professionnalisé de plus en plus les jurés. Que ce soit dans les présélections ou pour les finales ici à Paris. Les tables de jurés, c'est moitié des consommateurs comme vous et moi qu'on a formés, à qui on a payé une journée de formation. Et après, moitié de professionnels de la catégorie. Donc, je pense que cette professionnalisation des jurés explique un taux de médaille plus faible, mais justement, on est encore plus dans l'excellence française, donc tant mieux. Génial. 20 000 produits sur combien de catégories? Des dizaines, hein. Oh là là. En fait... Et attendez, il n'y a pas que les produits en plus, parce que vous me remettez des médailles aussi aux races, aux variétés animales. Bien sûr, aux animaux, évidemment, on valorise l'excellence génétique française et l'excellence de la viande qui en découle. Il y a plus de 2500 animaux qui étaient finalistes ici au Salon de l'Agriculture et on remet tous les jours, donc dans toutes les catégories, parce que j'ai les chats, les chiens, les ovins, les bovins, les porcins. Animaux de compagnie aussi. Oui, chat, chien. Et les équins, nos amis chevaux. Et puis asins. Exactement. Les ânes. Mais il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas sur ce plateau. Il n'y a pas d'âne ici ce matin. Enfin bon, ça reste à prouver. Olivier Allemand, c'est extraordinaire d'ailleurs parce que ça fait partie de l'attractivité de ce salon, les fameux rings où défilent les animaux comme à la parade. Comme à la parade. Et le premier... Quand on voit tous les enfants qui arrivent au salon, la première chose qu'ils veulent voir, c'est ça, ce sont les animaux. Et on voit dans leur regard émerveillé, justement, ce qui fait le sel même de ce salon d'agriculture. Mais ouais, la ferveur, ce qui fait le sel même de ce salon d'agriculture. Oui, parce qu'on le disait en première partie, beaucoup de professionnels se pressent ici pour se rencontrer, pour se parler, parfois pour signer des accords. Mais ça reste la plus grande ferme de France. Et c'est aussi cette attractivité du vivant qui permet chaque année d'attirer autant de public. Oui, d'attirer autant de public. Et puis cette édition sera aussi une belle édition en termes de fréquentation. Parce que justement, on veut, et on le sent bien, notamment chez les franciliens, on sent bien qu'il y a un vrai besoin de se reconnecter avec le vivant et à la terre.
Alors, Olivier Allemand, on le disait, de nombreuses catégories de produits. Revenons aux produits, c'est quand même l'objet aussi de cette émission, le produit alimentaire. Vous êtes le plus grand panier, et notamment fermier, que l'on peut trouver dans nos étals. Ah non, mais on valorise vraiment la diversité de toutes les productions dans chacun des territoires. Il faut voir, ne serait-ce par exemple sur le concours produits laitiers, on a la plus belle fromagerie de France. Mais il faut le regarder. Et j'invite tout le monde, d'ailleurs, si je peux faire un peu de pub, Vincent, mais à regarder les coulisses du concours général agricole, mardi 7 mars à 20h50 sur France 5, puisqu'ils nous ont suivis pendant 4 jours pour filmer ces coulisses-là, pour que le grand public se rende compte qu'on a le plus beau, la plus belle fromagerie, mais aussi les plus belles charcuteries du monde et de France, pardon, mais il faut impérativement le voir pour imaginer ce que ça représente. Et c'est jugé, alors il faut le rappeler, c'est une sorte de jury paritaire entre des professionnels issus des filières, des filières professionnelles agricoles, et le grand public, souvent des béotiens, juste des amateurs. Oui, juste des amateurs, des consommateurs, des auditeurs de Sud Radio, bien évidemment. J'espère bien. Qu'on forme sur une journée de formation, mais ce qui est là aussi remarquable dans la composition maintenant des tables de dégustation, c'est qu'on a toutes les générations qui sont représentées. On a eu, pour être clair, on peut s'inscrire sur le site donc du concours général agricole pour pouvoir être juré, et on a eu plus de 14 700 demandes cette année. Wow. Donc là aussi, on n'a jamais vu ça. Et c'est aussi l'attraction de goûter des tas de produits, des beaux produits gratos, c'est bien. Bien sûr. mais avec une recrudescence des moins de 35 ans. Donc ça veut dire quand même qu'eux aussi, ils ont de manière sociétale, un intérêt marqué pour la traçabilité, le circuit court, le 100% français, et que la souveraineté alimentaire, ça a du sens aussi pour eux. Excusez-moi, juste une parenthèse, mais nous on imagine qu'on est jugé uniquement sur des critères de goût, de dégustation. Est-ce que les critères environnementaux, les critères sanitaires rentrent en ligne de compte aussi ? Alors, elles rentrent indirectement en ligne de compte, mais comme on a effectivement... Dans la présélection, peut-être. Et on a surtout des cahiers des charges qui sont assez précis et qui l'intègrent, notamment sur l'alimentation animale et sur les pratiques culturelles agroécologiques. On intègre ça, évidemment. Il y a un concours spécial sur les pratiques agroécologiques. D'accord. Ça veut dire que déjà, pour s'inscrire, il faut être un peu vertueux, quoi. Exactement. On ne peut pas faire n'importe quoi, même si c'est très bon. La grande catégorie, le plus de médaillés, c'est toujours le vin ? C'est toujours le vin. Et le fromage derrière ? Alors en 1 le vin, en 2 les produits laitiers, en 3 la charcuterie. Oui, d'accord. Ce qui est classique. Un plateau assez naturel pour la culture culinaire et gastronomique française. Oui, après on a 3 concours qui sont complètement exponentiels. C'est les miels qui sont revenus là aussi avec un nombre d'échantillons important après une période où c'était plus compliqué pour eux. Il y a les bières qui ont, avec l'explosion des brasseries locales qui ont augmenté de plus 25% l'année dernière et plus 12% en termes d'échantillons cette année. Et le 3e que j'ai oublié, voilà, tout va bien, je ne sais plus. Ça va vous revenir, c'est pas grave. Tout va bien. Je sais pas, moi, de la confiserie, les confitures, le foie gras. Le foie gras, ça a été compliqué cette année, avec la grippe aviaire. Avec la grippe aviaire. Et je vais le retrouver. Quand vous le retrouvez, dites-le moi, parce que je voulais me servir de votre exemple pour parler de cette formidable révolution de la bière française. Alors, on le dit évidemment, le vin reste en tête. On est dans un pays de culture viticole, mais la culture brassicole, et notamment par le nord et l'est de la France, elle est en train de s'imposer, et là aussi dans les générations les plus jeunes, évidemment. Et on reçoit ce matin Magali Filu, qui est la déléguée générale de Brasseurs de France. Bonjour Magali. Bonjour Vincent. C'est incroyable, c'est évidemment un baromètre un peu ce concours général agricole. Quand on voit le nombre d'inscrits, le nombre de médailles raflées par les bières, ça doit faire la fierté des Brasseurs de France. Très clairement, on a vu depuis maintenant les années 2010 un développement très important des brasseries artisanales. Et donc aujourd'hui on en est très fiers parce qu'on est vraiment de la mise en valeur de nos produits par le concours général agricole est extraordinaire, puisqu'on a plus de 170 médailles cette année. Incroyable. Sur nos différents pour nos différents brasseurs. Donc c'est une très très grande fierté aujourd'hui, et ça montre tout le savoir-faire français, puisqu'aujourd'hui nous avons
2500 brasseries sur l'ensemble du territoire et à moins de 30 km de chez vous, vous pouvez trouver un brasseur qui serait ravi de vous accueillir au-delà des grandes régions traditionnelles que sont l'Est et le Nord. Oui, vous avez raison de le signaler. C'est vrai que c'est même le signe de la vivacité du monde brassicole français, c'est qu'il y en a maintenant partout. C'est un peu comme le foie gras à une époque. Maintenant, on fait du foie gras partout en France. Eh bien, on fait de la bière partout en France, jusque dans le sud. Évidemment, il y a des très belles brasseries occitanes. En Corse, on n'en parle même pas. Donc, le monde brassicole, il a gagné l'ensemble du territoire. Exactement. Et puis, quoi de mieux que de déguster avec modération une délicieuse bière avec du foie gras. Donc, il faut parfois passer au-delà des codes. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, il y a des accords mets et bière absolument extraordinaires. Mais effectivement, cette vitalité, elle est due aussi à un amont agricole qui est extrêmement fort, dynamique. Et donc, je crois que c'est ça qui est intéressant de mettre en valeur aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. C'est cet esprit de filière, cet esprit de savoir-faire. Et puis, nous sommes toujours aujourd'hui le premier pays européen en termes de nombre de brasseries. Et c'est une très grande fierté. En nombre de brasseries, mais pas forcément en production, parce que évidemment nos voisins néerlandais, par exemple les Allemands, ont des gros groupes de brasseries qui produisent énormément, mais pas avec ce côté artisanal, simplement indépendant, parce que les brasseries dont vous parlez sont des brasseries indépendantes. Exactement, mais il y a en plus, je dirais, une culture française de la gastronomie, si bien que ces brasseurs développent aujourd'hui des palettes aromatiques de bières qui sont tout à fait incroyables. Et le consommateur aujourd'hui français, en tout cas, a cette culture et souhaite vraiment aller à la découverte de ces brasseries, de ces nouveaux brassins. Et en tout cas, on les invite. Et pour nous, le concours général agricole, c'est vraiment la mise en valeur de ce savoir-faire. Bon, alors ils sont partout en France, mais il y a quand même évidemment une concentration historique autour des Hauts-de-France, autour du Grand Est. Ça semble logique, avec des bières qui sont assez différentes parce que, évidemment, chacune a sa typicité locale, qu'elle soit d'essence plutôt Europe de l'Est en Alsace notamment, Alsace et Lorraine, qu'elle soit plutôt de naissance on va dire du Benelux pour tout ce qui est les Hauts-de-France. Il y a quand même cette typicité très forte. On va le voir dans un instant puisqu'on va recevoir un digne représentant de cette bière artisanale juste après la pause. Moi, ce que je voudrais savoir, et on va en reparler tout de suite parce qu'on oublie que la matière première, c'est l'orge. Et cette orge, on parle beaucoup de blé en France, lorsqu'on parle céréales. Ce monde céréalier je dirais, qui sert les brasseries, eh bien, on n'en entend pas assez parler. On va y revenir tout de suite, Magali, si vous êtes d'accord, dans une seconde. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour au Salon de l'Agriculture, mes amis. Ferniaud fait le marché. Le moment peut-être de prendre une bière avec grande modération parce qu'il est 11h moins le quart. Ça va pas tarder en tout cas au moment de l'apéritif. En tout cas, il fait soif ici. Et ils le font savoir en général, les visiteurs. Ils se privent pas. Alors, on est toujours avec Olivier Allemand, le commissaire général du concours général agricole. Magali Félu qui est la déléguée générale des brasseurs de France, le monde brassicole. Et on reçoit ce matin Olivier Poli qui représente ici une belle maison, une belle bière, la Choulette. Quand on dit la Choulette, on sait, c'est dans les Hauts-de-France, c'est là-haut. Oui, on est à Ordin, on est à côté de Cambrai, entre Cambrai et Valenciennes. Entre Cambrai et Valenciennes, voilà. On y est, en tout cas, dans ce nord brassicole. Alors, je vous ai demandé d'être avec nous ce matin, Olivier, parce que la Choulette est illustratrice de deux choses. D'abord, ce renouveau de la bière artisanale, mais j'aurais mis même trois choses. Ensuite, le fait d'avoir raflé encore des médailles au concours général agricole. Vous êtes présent à chaque fois. Oui, depuis 15 ans. Depuis 15 ans. L'excellence. Et aussi de participer à ce renouveau avec la plus vieille salle de brassage en France, je crois. Oui, la salle de brassage date de 1920. Donc la brasserie, c'est une brasserie qui date de 1885. Qui a changé de propriétaire en 1976 et on a gardé la chance de pouvoir garder la salle de brassage encore avec les vieilles cuves en cuivre. Et on travaille dedans, c'est pas juste un musée du brassage. Non, on brasse encore à l'ancienne, encore dans les vieilles cuves en cuivre. C'est magnifique. Et du coup, est-ce que ça lui donne un goût particulier? Est-ce que vous pensez qu'il y a une touch, la Choulette touch Non, ça lui donne pas de goût parce que entre l'inox, le cuivre, il n'y a pas vraiment, ça donne pas. Il n'y a pas d'échange. Non, il n'y a pas un échange particulier. Après, c'est le côté historique, c'est vraiment. Ouais.
En tout cas, ça lui donne une âme. Ça donne une âme. Et notamment au personnel de la brasserie qui doit être fier de faire une bière encore dans des locaux du passé. C'est un vrai charme de travailler dans un établissement comme ça qui date de 1920. Voilà. C'est merveilleux. Moi, j'adore ça. Ça doit vous plaire aux brasseurs de France, hein, Magali, parce que au fond, toutes ces brasseries qui sont l'histoire, en même temps que la vivacité du monde brassicole, ça participe de ce renouveau, de la belle image des bières françaises. C'est vrai qu'on a de la chance dans la filière brassicole parce que chaque produit, finalement, ça va être la personnalité du brasseur, la personnalité et l'histoire de la brasserie. Et pour nous, aujourd'hui, c'est finalement ce qu'on veut mettre en exergue. C'est vraiment que chaque brasseur, finalement, mette de sa personnalité dans sa bière et dans ses différents types de bières. Et la Choulette en est vraiment un exemple. C'est-à-dire que c'est toute cette histoire et à la fois aussi toute cette modernité et ce renouveau qu'on retrouve dans la bière. Et on en est extrêmement fiers. Alors, ce qui est extraordinaire, on le disait, encore une fois, cette année, des médailles, des médailles de toutes les couleurs, de toutes les couleurs pour la Choulette au concours général agricole. Olivier Allemand, il y a quelque chose de supplémentaire que vous allez nous expliquer, un prix d'excellence. Alors ça c'est imbattable, c'est le haut du panier. Ah ben c'est le Graal, hein, tout simplement, c'est le Graal dans la hiérarchie donc, du concours général agricole. Il faut avoir 3 médailles, 3 années de suite pour pouvoir prétendre au prix d'excellence. Et après on prend le meilleur classé. Donc il y a toujours un seul prix d'excellence par type de produit. D'accord. Pour vous donner un exemple, hein, sur la totalité des produits en 2023, il n'y a que 35. Il n'y en a que 35 qui sont prix d'excellence. Donc c'est vous dire... Et donc la Choulette représente le prix d'excellence de la bière française. De la bière française. Ça c'est merveilleux. Voilà. Est-ce que votre public le sait? Ceux qui passent sur votre stand, parce que vous êtes en face, là, au hall 3, à ouvrir des bières et à tirer des bières toute la journée, est-ce que ça, vous avez cette fierté à le communiquer, ce prix d'excellence? Bien sûr, on l'a mis en évidence. Après, ça serait dommage de ne pas le mettre en évidence en ayant ce prix. Non, on l'explique aux clients, on explique pourquoi on a le prix d'excellence. On présente les médailles, on présente les produits et puis on explique, ça nous permet surtout d'expliquer l'histoire de la brasserie. Ben oui, l'histoire de la brasserie, et Dieu sait qu'elle est belle. Alors, ce prix d'excellence, est-ce que c'est un atout supplémentaire? Parce qu'on sait, Olivier Allemand, qu'une médaille concours général agricole permet d'augmenter les ventes entre 15 et 20%. Oui, c'est ça. C'est vraiment arithmétique. Hein. C'est arithmétique, mathématique, oui. Bon. Parce qu'effectivement, le consommateur reconnaît cette médaille et dans son acte d'achat, quand il doit faire le choix entre 2 produits, il choisit de manière préférentielle celui qui a la médaille. Il considère votre médaille comme un signe de qualité, simplement. Oui, clairement, très très clairement. Et encore une fois, avec un taux de connaissance de la médaille qui est aux alentours de 80%. Donc ça veut dire que... Là aussi, voilà. Un taux de reconnaissance important. Alors, je le disais tout à l'heure avant la pause, on oublie trop souvent que la matière première de cette bière, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la façon de la faire, parce que, évidemment, entre les basses températures, les hautes températures, ces fameuses blondes à basse température, les autres, les triples, les bières d'abbaye, les bières de garde, les brunes, pourquoi pas. On va dire que les process sont différents, Magali. En revanche, la matière première, c'est toujours l'orge. Et oui, c'est l'orge maltée. C'est l'orge maltée, mais c'est le malt de céréales. Alors la plupart du temps, c'est effectivement de l'orge, mais moi qui ai mes origines bretonnes, il peut avoir un peu de sarrasin dans certaines bières. Ou même du blé, du froment. Exactement, dans des bières blanches, par exemple. Mais c'est vrai que la base, en fait, c'est vraiment de l'orge maltée. Et puis c'est de l'eau, c'est une levure. Une qualité d'eau aussi, hein, une comme pour les qualité d'eau distilleries. très importante, une qualité d'eau, une levure. Et là, il y a beaucoup de diversité dans les levures aussi. Et beaucoup de houblon, un petit peu, pour toute l'épice qu'on va retrouver. Parce que le houblon va apporter amertume et un arôme floral incroyable. Exactement. Il faut avoir été dans une houblonnière pour savoir l'odeur du pollen. Voilà, c'est vraiment l'épice de la bière, le houblon. Mais donc effectivement, on est un grand producteur d'orge. En France, il faut savoir qu'une bière sur 5 dans le monde est brassée avec de l'orge ou du malt français. Donc on a vraiment une très forte donc ça veut dire expertise. On est presque autosuffisant en matière d'orge chez nous? On est plus qu'autosuffisant, on est avant tout un grand pays exportateur d'orge brassicole. Ça veut dire que personne n'aurait vraiment intérêt chez les brasseurs français à aller chercher de l'orge ailleurs, sauf pour une raison de prix? Non, on a vraiment une très belle expertise aujourd'hui, différentes variétés de malt. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on peut en être très fiers d'avoir en tout cas des céréaliers français qui sont
depuis très longtemps des producteurs experts sur ce type de production. Alors vous l'avez compris ce matin, si on parle de bière, c'est parce qu'il y a un vrai renouveau des brasseries avec les micro-brasseries, les brasseries artisanales, un vrai ferment, c'est la vie, c'est normal, c'est la vie des brasseries. Et ce monde du vin se fait tailler un petit peu des croupières, et notamment chez les jeunes, parce que c'est une boisson, Olivier Poly, qui est plus accessible quelque part et plus compréhensible pour les jeunes que le vin qui est parfois un peu obscur, un peu nébuleux. Ouais, en fait, il y a plus de diversité à mon sens sur les bières. On a les IPA, on a des bières noires, on a vraiment des bières d'abbaye, type abbaye. On a vraiment une diversité des bières fruitées qui est vraiment beaucoup plus large et plus accessible à des palais et moins jeunes. cher aussi, on peut dire. Moins cher, bien globalement, sûr. Si on rapporte au litre, la bière c'est moins cher que le vin. C'est moins cher, tout à fait. Après, ici, sur une moyenne, sur une bouteille de 75 au moins dans les Hauts-de-France, on est aux alentours de 4 € à 6 € en fonction des brasseries. Et Magali l'effleurait tout à l'heure, elle parlait de bière avec le foie gras. C'est vrai que de plus en plus de chefs, et notamment dans des régions de brasserie, on parlait du nord et de l'est, s'intéressent justement au pairing, comme on dit, entre les plats, les aliments, les desserts aussi avec les bières. Effectivement, on avait une consommation très centrée sur l'apéritif avec les bières, et aujourd'hui, les bières finalement font partie intégrante du repas. Et en tout cas, on peut à la fois soit associer finalement je dirais de la complémentarité entre le plat et la bière, ou au contraire une opposition qui peut être aussi très intéressante. On le voit bien par exemple sur les fromages, on peut avoir des bières brunes sur un fromage, c'est absolument délicieux et ça remet en relief finalement par exemple sur une pâte persillée, c'est absolument exquis, avec modération bien évidemment. Oui, c'est bien de le signaler parce que ça n'a pas toujours été le cas ici sur le salon de l'agriculture pendant cette semaine où beaucoup il ne faut pas les dénoncer, mais c'est généralement des jeunes, beaucoup d'étudiants viennent faire la fête, s'alcoolisent un tout petit peu trop pour la bonne tenue du salon. Donc on appelle à la modération parce que goûter, c'est mieux que de boire. Oui, puis la modération aussi. Ouais. Puis voilà, la modération, c'est respecter aussi le travail qu'il y a derrière du viticulteur, du brasseur, du producteur de spiritueux. Absolument. Et derrière, il y a beaucoup d'engagement humain. Et finalement, savoir l'apprécier, c'est aussi respecter ce travail. Il faut rechercher l'arôme, le goût, le plaisir, plutôt que l'ivresse. Mais enfin bon, c'est un clou qu'on enfoncera longtemps, Olivier Allemand. Oui. Vous y participez aussi, oui, avec vos signes de qualité. Bien sûr qu'on y participe. Et il faut quand même remarquer que malgré tout au long de la semaine, ça a évolué et qu'il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises pour que ce salon reste un salon de dégustation et se limite à ça. Eh bien écoutez, tant mieux que ceux qui nous entendent se disent qu'ici, voilà, on peut venir en famille sans risquer d'être bousculé, d'être un peu secoué ou même d'avoir les oreilles abasourdies par les chants et les musiques. Mais ça fait plaisir aussi parce que c'est la fête, ici le salon pendant la semaine. Et aujourd'hui, tout le monde semble un tout petit peu fatigué, c'est normal ces derniers jours. Vous pouvez encore passer. Merci Olivier Poly. Merci à vous. Merci. On ira vous jeter un petit coup d'œil, vous rencontrer pour ceux qui viennent sur le stand de la Choulette pour admirer vos belles médailles et le prix d'excellence de cette année. Merci Magali. On est heureux que la bière française fasse parler d'elle et donne envie. Merci Olivier Allemand. On se retrouvera évidemment l'an prochain. On se voit vite. On peut le dire. Ah oui, on se voit vite. Je sais. Voilà, c'est fini mes amis. Le salon international de l'agriculture plie boutique ce soir. Vous avez encore le temps. Il y a encore temps de venir faire des selfies avec les vaches, parce que c'est mieux que de tapoter la vache. Faire son marché de fromage, de charcuterie, de vin et autres miel et confitures, on l'a compris. Ou même de signer des accords historiques qui amélioreront, on l'espère, la vie de nos agriculteurs et in fine la nôtre. Eh ben oui, ça va ensemble. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h pour découvrir le classement du guide Michelin qui dévoile son palmarès d'étoiles demain, lundi à Strasbourg. Et j'y serai, avec mon micro, évidemment. Direction le journal de 11h et après, en toute vérité, avec Alexandre de Vecchio, puis vos programmes d'un bon dimanche sur notre antenne. Alors, je vous dis à dimanche prochain, les affamés. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.